Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire vraiment folle. Alors, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de me faire un petit coucou en commentaire car vous serez vraiment pas déçus. Aussi, venez me suivre un petit peu sur Instagram parce que je compte être un petit peu plus active dessus et vous poster des trucs de mon quotidien ou des bons plans si vous passez par le Québec ou si vous voulez le découvrir. Surtout que en ce moment, j'ai vraiment moins de 100 abonnés et j'aimerais bien avoir vos encouragements. Surtout qu'on peut jaser sur Instagram comme je fais déjà avec certains d'entre vous et que je salue d'ailleurs. Donc voilà. En bref, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et si c'est déjà fait, abonnez-vous aussi à mon compte Instagram. Ça me ferait tellement plaisir et ça m'encouragerait à être encore plus active dessus. Voilà, maintenant que c'est dit, place à l'histoire. Moi, c'est Gaïa et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Par une nuit glaciale, le 8 février 1874, un vieil homme de 65 ans nommé Israel Swan s'était installé autour d'un feu. Il était entouré d'un groupe d'hommes dans une vallée reculée de l'ouest du Colorado. Tous, y compris Israël, étaient des prospecteurs d'or. Des hommes rudes qui parcouraient l'ouest américain à la recherche du filon qui changera leur vie. Malheureusement, ces dernières semaines, ils avaient été piégés par une tempête hivernale monstrueuse. Et ils se sont retrouvés ensevelis sous des murs de neige qui pouvaient atteindre les 2 mètres. Ce soir-là, alors qu'Israël contemplait les flammes, bercé par les récits sombres et les éclats de rire fatigués de ses compagnons, l'un d'eux, un certain Alfred Baker, s'est levé en affirmant vouloir quitter la vallée immédiatement. Alfred était sûr que le temps s'était suffisamment adouci pour enclencher la fonte de la neige. En plus, il semblait connaître un passage qui, en seulement 2 semaines, le mènerait avec tous ceux qui le suivraient à Breckenridge au Colorado. Il espérait atteindre d'abord la Los Pinos Agency, qui est un avant-poste où ils pourront trouver refuge, puis de là aller à Breckenridge, qui était une ville réputée pour ses richesses aurifères. Los Pinos Agency, comme je vous l'ai expliqué, c'était un avant-poste qui appartenait à une agence gouvernementale gérée par des Amérindiens et qui permettait les communications et la gestion entre les peuples indigènes et les colons, si on veut. Bref, pour revenir à Alfred, il avait parlé avec tellement de fougue et d'enthousiasme que lorsqu'il s'est tu, un silence étrange s'était installé. Un silence presque oppressant. Israël a regardé ses compagnons. Il cherchait un semblant de décision dans leurs yeux. Il faut dire que la plupart n'appréciaient pas vraiment Alfred. Pour eux, il était trop paresseux et psychologiquement instable. Israël, lui, voyait autre chose en lui. Ou plus, il savait autre chose. Il savait qu'Alfred était épileptique et que dans ce genre d'expédition, il représentait un fardeau potentiel. Et pourtant, Israël l'estimait. Il voyait un homme écorché par la vie, mais foncièrement sincère. Alors qu'Israël était encore dans ses pensées, un homme immense s'est levé. C'était Ouray, un chef amérindien de la tribu Ute. Il a levé la main devant Alfred comme pour le faire taire. Puis, d'une voix grave, presque prophétique, il leur annonce que s'ils décidaient de partir maintenant, ils seront tous morts. Cette phrase a fait frissonner l'assemblée. Vous ne le savez pas encore, mais Ouray leur a sauvé la vie quelques semaines plus tôt. Il les avait trouvés perdus, mourant de froid et de faim, errant dans une vallée sur les territoires Ute. Ouray les a alors recueillis sur son camp d'hiver qui se trouvait près d'une rivière, les a nourris et leur a clairement expliqué qu'il fallait attendre le printemps avant de repartir. À cet instant-là, ils avaient été reconnaissants. Mais présentement, l'impatience et surtout l'appel de l'or les rongeaient de l'intérieur. Donc, c'était vraiment pas étonnant de voir Alfred simplement remercier le chef Ouray pour son intervention avant de réitérer sa décision. Il partirait. À ce moment, Israël a senti cet appel de l'or et surtout la peur de rentrer bredouille auprès de sa famille.
Du coup, il a annoncé qu'il accompagnerait Alfred. Encouragé par Israël, 4 autres hommes ont décidé de les rejoindre. Huraï, comprenant qu'il ne pourrait pas les faire changer d'avis, a décidé de leur tracer une carte dans la terre, pour un petit peu les aider à s'orienter. Et il leur a donné une seule et unique consigne. Ne pas traverser les montagnes de San Juan, mais les contourner et suivre la rivière pour avoir une chance de survivre. Le lendemain, qui était un 1er février, les 6 hommes se sont mis en route. Un autre prospecteur les a aidés à transporter les provisions avec son cheval. Mais du moment que son cheval ne pouvait plus avancer, il a rebroussé chemin après leur avoir donné leurs provisions. Là, ils étaient devenus seuls, avançant de plus en plus vers un manteau blanc, immense et intimidant. Israël, qui marchait à l'arrière, a été rejoint par Alfred qui grelottait de froid. Alors, sans dire un mot, Israël lui a tendu une vieille cafetière en métal pour le réchauffer. Cette cafetière était remplie de braise et Israël l'utilisait pour garder ses mains chaudes et pour allumer rapidement les feux de camp. Ce qui est, disons-le, très utile vu la neige et le froid qui les entourait. Alfred était très reconnaissant pour ce petit trésor prêté. Au milieu de cet enfer glacé, il s'était fait un ami, un allié pour survivre. Je vous rappelle qu'Alfred avait assuré à ses compagnons que leur périple devait durer 2 semaines maximum. Mais le hic, c'est que ces 2 semaines-là se sont écoulées, suivies d'1 mois entier, et personne n'avait atteint l'avant-poste de Los Pinos indiqué par Huraï. Puis, le matin du 16 avril 1874, alors que les gardes de l'avant-poste prenaient tranquillement leur petit déjeuner, ils ont été surpris par le bruit sec de la porte de leur cabane s'ouvrant brusquement. Dans l'embrasure se tenait un homme décharné avec un regard perdu. Il avait une barbe épaisse et des cheveux ébouriffés. Dans l'une de ses mains, il tenait un fusil et dans l'autre une vieille cafetière, celle d'Israël. Cet homme, c'était Alfred. Il était tout tremblant, affamé et pouvait à peine prononcer un mot. Les gardes l'ont alors installé sur une chaise et lui ont donné à manger et à boire. Alfred commençait à revivre et à reprendre des couleurs. Mais quand ils lui ont demandé ce qui s'était passé, ce qui est complètement légitime en vue de la situation, son regard s'est éteint. Alfred a fermé les yeux, puis d'une voix basse et tremblante, il leur a raconté ce qui lui est arrivé et surtout ce qu'il en est de ses compagnons de route. Il leur a parlé de la tempête, du chef Huraï et de sa décision de faire un détour par les montagnes de San Juan malgré l'avertissement de Huraï. Une décision qu'il aurait amèrement regrettée lorsque ses amis l'ont abandonné. Alfred a raconté que, peu après qu'ils aient quitté le campement du chef Huraï, il a souffert d'engelures sur ses pieds et qu'en conséquence, il ne pouvait plus avancer au rythme du groupe. Donc, ses 5 compagnons lui ont laissé des provisions et un fusil avant de continuer leur chemin sans lui. Heureusement, avec du repos et les pieds toujours au chaud par un feu, Alfred a fini par guérir, mais non sans sacrifice, car ses réserves s'étaient épuisées rapidement et pendant presque 2 mois, Alfred a tenu en avalant des racines et en buvant dans les ruisseaux. Il est même arrivé au point de griller ses propres chaussures en cuir pour les manger. Ce qu'il avait sauvé, c'était peut-être cette cafetière et les braises qu'elle pouvait abriter. Ou autre chose qu'il ne dévoilait pas. À la fin de son récit, Alfred a demandé si, à part lui, il y aurait quelqu'un d'autre qui était passé par cet avant-poste. Mais les gardes lui ont dit qu'il était bien le seul. Donc, Alfred a compris que ses compagnons avaient probablement péri sur la route, qu'ils avaient eu moins de chance que lui. Très émus par le récit d'Alfred, les gardes ont décidé d'organiser une patrouille pour rechercher les 5 disparus. Mais avec le tapis de neige qui était encore épais, c'était un peu difficile de trouver quoi que ce soit. Surtout qu'ils n'avaient aucune idée précise de l'itinéraire que ces hommes auraient pu prendre. Mais c'était juste une question de temps pour que la neige fonde et qu'on comprenne exactement ce qui s'était passé. Le 20 août 1874, John Randolph, qui était un artiste itinérant, a fait une découverte étrange et macabre. Il était tombé sur un camp étrange en pleine forêt. Une odeur putride emplissait les environs. Et lorsque John a tenté de trouver sa source, il s'est retrouvé dans une clairière. Là,
il a trouvé 5 cadavres allongés les uns à côté des autres. Le premier cadavre n'avait plus de tête et les 4 autres avaient le crâne fracassé. Sur les 5, 3 semblaient presque intacts avec le torse ouvert avec une précision chirurgicale, comme si un boucher les avait méticuleusement dépecés. Non loin des cadavres, il y avait des traces d'un feu de camp éteint. Et derrière ce feu se dressait un abri de fortune qui semblait habité ou peut-être récemment abandonné. John a rapidement compris qu'il se tenait en plein dans un camp cannibale et que les corps devant lui étaient les malheureuses victimes qui avaient servi de nourriture à un bourreau. Un bourreau qui n'est nul autre qu'Alfred. Cet homme qu'Israël avait protégé, défendu et aidé a fini par tous les massacrer. Il semblait avoir profité de leur sommeil pour les exécuter tous. Enfin, tous, sauf Israël, qui s'était violemment battu avant de succomber. Un combat désespéré qui était perdu d'avance. Quand il a été confronté, Alfred a nié avoir tué ses 5 compagnons de route. Il prétendait que 2 d'entre eux étaient morts de faim et qu'il les a mangés en premier, et qu'un autre l'avait attaqué, donc il avait dû se défendre. Mais on a fini par tout comprendre, car oui, après investigation, on a compris que pendant cette traversée périlleuse des montagnes de San Juan, les 6 hommes étaient affamés et avaient épuisé toutes leurs réserves de nourriture. Donc, ils ont pris la décision de sacrifier l'un d'entre eux pour le manger. Et c'est comme ça que l'un après l'autre, ces 5 hommes avaient été tués par les personnes restantes pour servir de nourriture. Et Alfred lui-même a tué son dernier compagnon à seulement 30 km de l'avant-poste de Los Pinos. Leur but. Alfred a même avoué avoir pris goût à la chair humaine, la préférant même à celle d'un cerf qui avait été tué pas très loin de leur camp de fortune. Adams, l'un des gardes de l'avant-poste de Los Pinos, qui a rapporté l'affaire aux autorités, a même dit que, pour une personne qui a survécu en mangeant des racines et ses propres chaussures, Alfred Pecker semblait bien gras à son arrivée à l'avant-poste de Los Pinos. De plus, il avait en sa possession des affaires personnelles qui appartenaient aux autres hommes et qu'il était impossible de concevoir que ces hommes les lui auraient délibérément données avant de l'abandonner. Aussi, toujours selon Adams, depuis son arrivée, Alfred aurait montré des traces d'aberration mentale qui seraient probablement la conséquence de la consommation de chair humaine. Malgré son insistance sur le fait qu'il n'a fait que manger ses compagnons, mais qu'il n'était pas responsable de leur mort, Alfred Pecker a été condamné pour meurtre et a reçu une peine d'emprisonnement de 40 ans. Ce qui est, avouons-le, un petit peu trop léger comme peine pour une personne qui a tué 5 autres hommes pour les bouffer. Mais bon, pour les 10 hommes qui avaient pris la sage décision de rester avec le chef Uri jusqu'au printemps, ils étaient tous en vie. Et ironiquement, ils ont aussi atteint l'avant-poste de Los Pinos au courant du mois d'avril. Donc quasiment au même temps qu'Alfred. Sauf que eux, ils avaient été bien pris en charge et grâce à la tribu Outé, ils n'avaient pas trop souffert de l'hiver. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en 1901, soit 27 ans après les faits, Alfred a été libéré alors qu'il avait 92 ans. Alfred était devenu végétarien et a fini par mourir quelques années plus tard. Et aujourd'hui, près de 150 ans plus tard, quand le vent souffle dans les montagnes du Colorado et que la neige commence à tomber, certaines personnes jurent entendre des bruits de pas lourds dans la neige et le tintement d'une vieille cafetière en métal. Voilà ce que j'avais à vous raconter sur Alfred Pecker, l'homme qui est devenu cannibale, mais dont l'histoire reste à ce jour teintée d'une certaine aura de mystère, avec pas mal de points d'ombre. Parce que, disons-le, en fait, ce qu'on pense qui s'était passé durant cet hiver, c'est vraiment des conclusions d'enquête, des conclusions de personnes qui ont vu la scène de crime, mais ça n'a jamais été les aveux d'Alfred. Du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, et aussi, dites-moi c'est quoi la meilleure chose que vous avez fait cet été, à date quoi. Pour ma part, c'était une sortie en bateau. Ça m'a permis de changer d'air, puis de profiter du beau temps. Et ça, les amis, c'était vraiment, vraiment nécessaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de venir m'encourager sur ma petite page Instagram, s'il vous plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de vous voir là-bas aussi.
Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, dépendamment du moment où vous m'écoutez. Et comme d'habitude, amusez-vous bien, soyez bienveillants, parce que la gentillesse, elle coûte rien et elle rend certainement le monde meilleur. Et surtout, restez safe. Allez, ciao!